Bon, on va d'abord on clôture ici avec la partie sur les objets parce que la dernière fois, j'étais rentré sur les objets, histoire de revoir un certain nombre de choses pour faciliter en fait les événements, la partie sur les événements. Alors là, on s'était arrêté sur les objets de type string et on avait vu un ensemble de méthodes qui permettaient de manipuler les strings, parmi lesquelles on avait terminé par slash, par slash. Bon, je vous avais demandé, on peut pas, puisqu'on peut pas parler de toutes ces méthodes en un coup, il sera préférable en fait d'aller lire la documentation à chaque fois pour voir quelle méthode vous allez utiliser à chaque fois en fait. Nous avons vu pop, nous avons vu push, nous avons vu reverse, nous avons vu shift, nous avons vu slice, nous avons dit qu'il y a sort pour trier les éléments, il y a unshift pour insérer les éléments au début du tableau. Et également nous avons vu qu'il y avait slice. Donc ça, ce sont les méthodes qui sont utilisées sur l'objet de type string. Dans l'objet de type string, on a dit que c'était quoi, c'était les strings. Ça permettait de représenter en fait ici là les chaînes de caractères. C'est un peu comme si, lorsqu'on parle de string, c'est un peu comme si on a un tableau de caractères. Donc là, il y a plusieurs autres méthodes. Donc je vais vous conseiller, c'est là de toujours jeter un coup d'œil en fait sur MDN, sur la documentation officielle. À chaque fois que vous avez un problème ou alors vous cherchez quoi faire, il faut toujours se rassurer si la fonction n'existe pas. Par exemple, toutes ces fonctions-ci, en fait, nous pouvons les écrire nous-mêmes. Mais c'est juste que, étant donné que JavaScript sait que bon, on peut avoir besoin de cela, il a directement écrit ces fonctions-là. Donc, du coup, à partir de l'objet, d'un objet de type string, vous pouvez faire appel à tous ces objets-ci. Il y en a d'autres. Il y a par exemple également la méthode de split qui va vous permettre ici là, de séparer les éléments qui sont dans une chaîne de caractères. Il y a également substring qui est presque identique, qui va permettre également d'extraire. Donc lorsqu'on va parler, vous allez voir, quand vous serez dans la documentation, vous allez voir également split. Donc ça permet d'extraire une sous-chaîne dans une chaîne. C'est presque la même syntaxe que les autres, hein. Donc, en paramètre, ça va prendre quoi? Ça va prendre le motif qu'on veut extraire dans une chaîne. Donc, par exemple, si j'ai une chaîne, par exemple, puisqu'on était sur oh, là, on était sur oui, c'est sur les strings. Donc, si nous sommes sur une chaîne, par exemple, bonjour le monde, si on dit par exemple qu'on veut extraire le motif monde dans la chaîne bonjour le monde, on va utiliser ce qu'on appelle le split. Donc, grâce ici au split, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous retourner un tableau de la sous-chaîne de caractères qui utilise comme séparateur le motif qu'on a précisé en fait. De à côté, on a également Substring qui va faire presque la même chose. Mais avec Substring, on va également ici, je dis comment on va pouvoir indiquer le caractère à extraire en fait. Non, on va indiquer le nombre de caractères à extraire dans la chaîne. Donc, tout ça, c'est dans la documentation. On ne peut pas voir tout ça au même moment. Je vais juste vous donner les noms et vous allez chercher directement dans la documentation pour voir les syntaxes d'utilisation. C'est SOP string. Donc son nom l'indique même déjà. Donc, vous dit qu'on extrait une chaîne. Ça, ce sont les méthodes toujours sur les strings. Et également, si vous avez une chaîne de caractères, il y a les plus connus. Par exemple, si vous voulez mettre en majuscule, vous allez utiliser tout simplement to lower. Il y a to lower, la méthode to lower qui s'applique à un objet de type string. Vous l'aurez compris. Lower, to lower case pour dire quoi? Pour dire tout simplement tout en minuscule. Et on aura également to upper case, bien évidemment. Lorsqu'on parle également des objets, puisque nous sommes toujours sur la partie des objets, il y a également ce qu'on appelle les dates, la date, les dates. En JavaScript, vous pouvez manipuler les dates, mais il est fortement déconseillé en fait de souvent utiliser les dates lorsque vous allez travailler sur le côté serveur, parce que le plus souvent, si vous voulez gérer les dates, vous allez gérer la date depuis le côté serveur directement. Mais on sait tout de même quoi. Il y a des applications qui ne fonctionnent que côté front-end. Donc, du coup, si votre application ne fonctionne que côté front-end, c'est-à-dire quoi? Vous avez une application qui est uniquement la vue, par exemple, avec le site de la landing page, par exemple, pour l'entreprise que vous créez. Là, on n'aura pas un serveur au début. Donc, pour manipuler la date, vous voulez afficher les dates, par exemple, dans le foot, pour dire que bon, le site a été créé en telle année, et nous sommes en telle année. Par exemple, souvent dans le foot, vous allez voir, par exemple, on va dire copyright 2023, 2025, ou bien vous allez voir 2018, 2023. C'est la manipulation des dates, en fait. Donc, côté front-end, vous pouvez le faire également. Bien que il est recommandé d'utiliser la date, de manipuler les dates
côté back-end. Dans JavaScript, il y a un objet qui a déjà été créé qui s'appelle date. Ça nous permet de manipuler les dates. Dans ce cas, vous voulez manipuler les dates, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Vous utilisez l'objet date. Donc, ça sera toujours important de le savoir. Si vous regardez souvent certains sites, vous allez voir en bas, il y a toujours la date marquée. Parfois, on va faire une fonction qui calcule la date automatiquement et affiche la date en cours, en prenant la date de création du site jusqu'à la date en cours, en fait. Donc, si vous voulez manipuler les dates, comme je dis tantôt, vous allez utiliser l'objet date. Et il faut noter également qu'en JavaScript, les dates sont manipulées en millisecondes. Et presque tous les langages de programmation se basent sur la même période. Et le plus souvent, vous allez voir que les dates commencent à partir du 1er janvier 1970, oui, à minuit, temps universel. Dans la majorité des dates dans les langages de programmation vont commencer à cette date-là. Ce sera le 1er janvier 1970 à 0h0000. À minuit 00, temps universel. Et maintenant, comme j'ai dit tantôt, en JavaScript, les dates sont manipulées en millisecondes. Donc, quand on va vouloir manipuler les dates, on va savoir ici là tout simplement que un jour qu'on manipule va valoir combien de millisecondes. C'est qu'un jour à 24 heures, une minute à 60 secondes. On va faire une multiplication pour essayer de voir. Donc, en une journée, on aura 96 milliards, 96, 96 milliards. Bon, on aura 96 400. 96 400. 26 400 000. Ok. Millisecondes. Donc, quand on fait le calcul, on aura 96 400 000 millisecondes en un jour. Donc, si vous voulez savoir combien de jours compte, vous pouvez bien évidemment essayer de faire les calculs par vous-même. Voilà le nombre de millisecondes que nous avons en un jour, de manière conventionnelle. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on débutait le cours, nous avons fait un petit passage en ce qui concernait les dates, si vous vous rappelez bien. On avait utilisé les dates dans l'un des exercices que nous avions fait. Donc, pour créer une date, c'est la même syntaxe qu'on a dit qu'on crée les objets. On utilise toujours la syntaxe du new. Puisqu'on a l'objet date qui est considéré cela comme un objet. Alors, lorsqu'on va vouloir créer une date, on va tout simplement faire new date. Si par exemple, je vais avoir la date, qu'est-ce qu'il fait? Il dit par exemple, let date soit new date. Alors, lorsque je le fais, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ça, en fait, ça va me retourner dans la variable date, la date et l'heure actuelle. Donc, ça initialise directement avec la date et l'heure actuelle. Et maintenant, on peut se baser. Exactement. On peut se baser, mais on peut maintenant se baser sur quoi? On peut se baser également de récupérer le nombre de millisecondes en fait qu'on a depuis par exemple le début du comptage du temps. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si je veux avoir le nombre de millisecondes depuis par exemple le 1er janvier 1970, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement passer en paramètre la date que je veux en millisecondes. Donc, si je veux calculer le nombre de millisecondes à partir d'une date donnée à la date où le temps a été commencé à compter en informatique, qu'est-ce que je fais? Je passe juste un paramètre de la date en millisecondes ici. Et on va me retourner dans le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc voilà le résultat qu'on a. Donc les deux, bien évidemment, vont récupérer dans la date en question et fait leur affichage. Donc, lorsqu'on écrit les deux syntaxes que j'ai utilisées, qu'est-ce qui se passe? À partir donc de l'objet date qui est créé comme ça en étant un peu comme une classe, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on utilise le new date par exemple là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une nouvelle instance de l'objet date. Ça va donc représenter une date, une heure
Pour le premier, la date actuelle et pour le deuxième, ça représente quoi? La date du 25 décembre 2023 et à l'heure qu'on a indiquée. Lorsque je déclare D1 égale à new date du 25 décembre 2023 à ceci, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vouloir donc ici extenser un nouvel objet D1, une nouvelle variable D1 qui crée une date qui est la date du 25 janvier, en fait du 25 décembre autant pour moi. En fait, j'ai créé une date qui représente la date et l'heure du 25 janvier, du 25 décembre 2023 à 9h15, 9h15 minutes 15 secondes. Donc, peut-être je peux créer ça parce que je veux manipuler cela par la suite. En fait, c'était pour montrer que l'objet date peut prendre plusieurs. Il a un constructeur. Si vous comprenez bien la programmation entre objets, si cette fois-ci, ici on a créé sans élément, après on a créé avec un élément, ça veut dire tout simplement quoi? Il dit à plusieurs constructeurs. Il a plusieurs constructeurs en fait. Le constructeur par défaut qui est celui-ci là ne prend rien en paramètre. Le deuxième prend une string qui correspond à la date qu'on veut créer. Si vous voulez manipuler une date, il faut d'abord extenser cette date-là. Par exemple, là, je voulais avoir la date du 25 janvier pour pouvoir manipuler. Une fois que j'ai extensé ceci là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux récupérer le nombre d'heures, je peux récupérer le jour, je peux récupérer. En fait, je peux récupérer un tas de choses en fait sur cette date-ci, cette même date-ci en fait. Vous allez voir, il y a beaucoup de méthodes que vous pouvez récupérer, que vous pouvez utiliser pour pouvoir manipuler cette date-ci. Donc, ce n'est pas seulement qu'on a créé la date. On crée la date parce que à partir de cette date, cette variable D-ci, D1-ci, il y a plusieurs choses qu'on a accès. Puisque c'est un objet, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On avait dit que sur les objets sont greffés des méthodes. Ça, c'est la première méthode pour initialiser une date. Et il y a également une méthode qui permet d'initialiser une date. C'est la méthode setDate. Donc, par exemple, si je déclare une date, par exemple, avec new date, on a bien dit quoi? Lorsqu'on fait new date, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la date de maintenant. Et maintenant, lorsque je fais ça, je peux donc modifier le contenu là pour initialiser avec une autre valeur. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser la méthode set, setDate qui va permettre de faire quoi? Donc, si j'écris maintenant point setDate, ça va permettre de faire quoi? D'initialiser donc maintenant si avec une nouvelle valeur, la valeur que je vais prendre par exemple en paramètre. Donc, c'est une méthode qui est appliquée directement à une variable de type date. Donc, si je fais un set date en paramètre, qu'est-ce que je peux donner? En paramètre, je peux donner donc ici une valeur que je veux attribuer à ma date. Et à partir de cette valeur-là, ça va définir ma date. Et maintenant, l'une des valeurs qu'on peut attribuer, c'est qu'on peut par exemple reprendre la date en question-ci. Ça, c'est un objet date, bien sûr. Sur un objet date, on peut récupérer une date et on ajoute une certaine valeur. Ici, il fait peut-être appel à la fonction maintenant point getDate pour vous montrer comment ça fonctionne. Il va vous montrer un peu ça d'abord en console pour que vous puissiez bien voir. Donc, lorsque je fais maintenant point getDate, lorsque je fais maintenant point getDate, qu'est-ce que ça va me retenir? Ça va aller récupérer la, la date correspondante à ce que j'ai ici, à la date du jour. Donc, ça récupère bien quoi? Que nous sommes le. Pour pouvoir initialiser maintenant ma, mon objet maintenant avec une nouvelle date, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc prendre la date de maintenant, si point getDate, et ajoute peut-être plus 10. On peut créer une date, on peut initialiser une date que nous avons créée à partir d'une autre date et on ajoute peut-être quelque chose. Donc, si après il fait un console.log de maintenant, vous allez très bien voir que ça fonctionne à la merveille. Vous voyez? Donc, j'ai pris la date en question, j'ai ajouté plus 10 et je le raffiche. Donc, ça prend la date en question, ça modifie. Ok. Donc, lorsque vous avez créé une date, vous pouvez donc modifier, attribuer la date, les deux méthodes. Vous utilisez un set date. Tout comme on a fait un set date, il y a également il y a également cette folie pour définir la date de manière complète. Donc, ça, ce sont les méthodes qui existent, que vous allez pouvoir découvrir depuis MDN. Il y a un tas de méthodes. Et les méthodes courantes, c'est quoi? Parmi les méthodes courantes, bon, c'est mieux que je mette ça ici là, parce qu'on va pas s'apesantir sur tout ça maintenant. C'est un peu comme un devoir que vous allez faire.
Et si on veut faire ça, on va prendre presque 5 heures pour pouvoir faire uniquement les méthodes. Ok, donc, premièrement, qu'est-ce que vous avez, on a d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit que nous avons date qui permettait de faire quoi? De récupérer la date du jour. Donc, c'est l'objet principal. Donc, ça va toujours nous retourner la date du jour. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsqu'on a déclaré une variable de type, par exemple, D reçoit new date, on a la date du jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer le jour du mois. Puisque la date, c'est que nous créons à un jour, à un mois, à une année, à un nombre d'heures. On a une heure, on a une seconde, on a les millisecondes, ainsi de suite. Donc, à partir d'une date, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les différentes méthodes qu'on peut avoir, c'est quoi? On peut avoir la méthode de getDate. Donc, si on a par exemple D, moi je préfère mettre date ici là. Bon, pour que ça puisse bien marcher, c'est mieux que je mette ça normalement. Donc, si je fais par exemple date, je fais ça facilement. Donc, j'ai par exemple date qui est déclarée. Si je veux récupérer en fait la date, alors le jour du mois en question, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout simplement la méthode getDate. Donc, je vais seulement faire un date.getDate. Ça me retourne quoi? Le jour du mois en fait, le jour du mois, la date que je viens d'éclairer, de créer autant pour moi. Donc ça, c'est ce qui concerne la méthode getD. Ensuite, nous avons la méthode getFourrier. La méthode getFourrier permet de faire quoi? De retourner l'année complète de la date sur 4 chiffres en fait. Donc si on prend par exemple date, on peut faire également un console.log pour voir. Attendez, si ça pouvait utiliser. Donc, si on fait un console.log par exemple de date.getFourrier comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc l'année complète de la date qu'on a récupérée ici. Donc, si j'enregistre très bien, vous allez voir le résultat escompté. J'ai oublié de mettre les causes à couleur. Exactement, pour récupérer l'année, c'est getFourrier. Pour récupérer le jour, c'est getD. Pour récupérer également les heures, le nombre d'heures de l'heure correspondante à la date que nous avons déclarée, on va également utiliser getOut. House. Donc, c'est la même chose. C'est toujours get. Donc, sur MDN, en fait, vous avez toutes les méthodes que vous pouvez utiliser. Et même lorsque c'est dans votre éditeur, lorsque vous mettez la variable point, vous allez voir la liste en fait, de toutes les méthodes appliquées à l'objet en question. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais date.getOut, on me donne l'heure. On dit qu'il est 9 heures. Je peux également récupérer les millisecondes. C'est la même chose. Je vais tout simplement faire quoi? Faire get milliseconds. Donc, comme je dit tantôt, quoi, lorsque vous mettez un point, normalement, vous êtes censé voir toutes les méthodes qui s'appliquent à l'objet en question. Lorsque vous êtes sur un IDE comme VS Code. Donc, il y a un tas de méthodes. Il y a les sets, comme j'ai montré tout à l'heure, qui permettent de définir et les get. C'est un peu comme les accesseurs et les mutateurs que nous avons vu en programmation objet. Donc, set, c'est quand vous voulez définir. Get, c'est quand vous voulez récupérer. J'ai parlé des millisecondes, par exemple. Vous pouvez faire un get millisecondes. Get milliseconds. Lorsqu'il fait un get millisecondes, qu'est-ce que ça va me retenir? Ça va me retenir dans les nombre de millisecondes où nous sommes actuellement. Donc, à l'instant où j'ai ouvert mon navigateur, où j'ai actualisé, on était à 514, à la 514e milliseconde du jour. Même chose pour les minutes. Pour les minutes, c'est la même chose. C'est get minute.
C'est toujours enregistré. Donc la get minute, même chose. Pour les mois, c'est la même chose. Get month. En fait, get month, vous obtenez quoi? Le nombre. Nous sommes au 40e mois. Ça dit bien que nous sommes au 10e mois. Voilà les différentes méthodes qu'on peut avoir. Get full year, get hour, get milliseconde, get minute, get month. Mais c'est pas... À côté des différents objets qu'on peut également utiliser, il y a l'objet math. C'est un objet natif. Donc vous allez voir ses propriétés, ces méthodes vont permettre de faire quoi? D'utiliser des constantes et des fonctions mathématiques. Donc, si vous voulez manipuler les données mathématiques, vous allez donc faire appel à ce qu'on appelle l'objet math. Donc grâce à l'objet math, qu'est-ce que vous pourrez faire par exemple? C'est simple, lorsque vous allez vouloir utiliser un objet mathématique, exactement, exactement. Par exemple, le round, le plus souvent en informatique, on va toujours faire appel à l'objet à math lorsqu'on va vouloir faire les arrondis. Et ça sera toujours intéressant. C'est pour ça que j'ai introduit la notion de les objets maths, l'objet math en fait. Parce que parfois vous allez vouloir faire les arrondis des nombres, il faudra connaître l'objet math. C'est vrai qu'on peut toujours le faire nous-mêmes, essayer de faire des calculs, mais si ça existe déjà, pourquoi pas utiliser? Ouais, on n'invente pas la roue quand ça existe déjà. Donc par exemple, lorsque vous allez vouloir arrondir un nombre, si j'ai déclaré par exemple un nombre, par exemple, disons que j'ai par exemple un let nombre qui a par exemple 1,27. Donc grâce donc ici à l'objet math, je vais pouvoir arrondir ce résultat-ci. Donc si je veux arrondir ce résultat-ci, donc j'utilise tout simplement la syntaxe de l'objet math qui stipule quoi? Et puis par exemple dans mon document écrit, donc là par exemple maintenant, j'ai une variable par exemple qui s'appelle num qui a la valeur 27. Je peux donc décider de faire quoi? D'afficher, quelque chose qui est l'arrondi de ce nombre-ci. Donc je vais pouvoir arrondir. Et pour arrondir, il y a l'une des méthodes très reconnues qu'on va appeler le round. Donc, parce que tous les langages, ça serait la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'écris par exemple dans mon document document.write. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? J'appelle la méthode, l'objet qui s'appelle math. Donc, avec la différence avec l'autre, c'est quoi? Avec l'objet math, on met la méthode, on met point, on appelle directement le nom de la méthode. On met l'objet d'abord, point, le nom de la méthode. Si vous vous rappelez très bien en programmation orientée objet système, c'est un peu comme si là un objet, une classe quoi? Une classe statique, c'est un peu comme une classe statique. On appelle le nom de l'objet, c'est la méthode et on passe en paramètre l'élément qu'on veut travailler dessus. Donc, si je passe ce que j'enregistre, vous allez voir très bien quoi. Il a fait un arrondi de ce nombre-ci. Également, il a les propriétés, comme je dit tantôt, il a les propriétés. Et retenez très bien que lorsqu'on parle d'objet, un objet a des propriétés et un objet a des méthodes. Vous connaissez très bien la différence entre une propriété et une méthode. Les propriétés sont propres à l'objet. Les méthodes permettent de faire quoi? De manipuler, d'interagir sur les données de l'objet. Donc, par exemple, lorsque vous voulez avoir, par exemple, exponentielle, par exemple, vous voulez avoir la valeur de la variable exponentielle. Bon, ça, c'est pour les projets mathématiques, hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop, on ne doit pas trop s'attarder dessus, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil pour être à mesure de pouvoir travailler sur tout projet. Parce qu'un développeur doit pouvoir être à mesure de travailler sur tout type de projet. Pas se cloîtrer sur les projets peut-être qui vont toucher juste l'affichage des entreprises. Parce qu'il y a les projets que vous pourrez utiliser, l'exponentiel, bien évidemment. Ça peut arriver. Il y a par exemple les constantes. Lorsqu'on va parler des propriétés qui sont liées à l'objet round, on va parler par exemple de l'objet de la constante exponentielle. Si vous voulez par exemple le contenu de la variable exponentielle, vous allez tout simplement faire quoi? Un math.e. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les constantes seront toujours, on va toujours les nommer math, par exemple, .e, math.pi pour la constante correspondante à quoi? La valeur de pi. Pi, on aura ln en base de 10, on a ln en base de 2, on aura log base de 10, log base de 2. Il y a également le floor. Vous devez vous rappeler du floor, même en C++, il y a les méthodes comme ça. Le floor, par exemple, la méthode de math.floor, elle va vous permettre de retenir l'entier le plus proche, inférieur ou égal au nombre passé en paramètres. C'est presque semblable au sel. Le sel, lui, il se concentrait plutôt sur quoi? C'est la valeur supérieure ou égale. Or, le floor, ce sera inférieur ou égal.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le mat.cell, tout d'abord, va retourner l'entier le plus proche ou supérieur ou égal au réel passé en paramètre. Normalement, si je passe par exemple, il traite avec les entiers, je sais pas pourquoi il refuse là. Il n'y a pas de problème normalement. Ah, il charge indéfiniment. Ok, c'est correct. Ok. Lorsque vous passez un nombre, en fait, il essaye de vous renvoyer quoi? Un nombre proche, ce qui est égal à lui-même ou bien supérieur ou égal à lui-même. C'est un réel et ça peut être 8, vous voyez. À la différence avec le floor, qui lui va retenir l'entier le plus proche, mais cette fois-ci inférieur ou égal. Avec le cell, c'est supérieur ou égal. Avec le floor, c'est inférieur ou égal. Donc, s'il fait un floor de nom, qu'est-ce que je peux ajouter que j'ai? C'est toujours inférieur ou égal. Ça peut être jamais supérieur ou égal. Donc, c'est soit lui, soit c'est inférieur à lui. Et c'est clair maintenant. Et également les fonctions max, min. Donc, si, par exemple, vous avez souvent fait les. En fait, ce que vous avez compris, c'est qu'en programmation, il y a un tas de choses. Vous serez parfois dans des projets où il va falloir récupérer le maximum pour pouvoir continuer le travail. Donc, du coup, vous avez fait appel à ces méthodes de mathématiques là. Par exemple, ils sont en train de faire. Il y a deux probabilités que je veux essayer de contrôler pour pouvoir peut-être afficher les statistiques du mois. Quelles sont les deux probabilités? Je veux prendre la probabilité maximale. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours utiliser soit le max. Si je veux prendre le max entre deux valeurs, je vais prendre le min. Si je veux prendre le min entre deux valeurs, donc ça sera un mat. Point max entre deux valeurs, ça sera un, ça sera un mat. Point min entre deux valeurs, bien évidemment. Donc, s'il fait mat point min de 2, 9. Également, il peut faire un max point min entre 9, entre 8 et 10. Donc là, ça peut juste vous donner un peu quelques cas d'utilisation. Et ça peut arriver dans plusieurs projets que vous faites en fait. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est des trucs. Il y a par exemple le poids pour faire la puissance. Mat.max faisait quoi? Il retourne le maximum entre deux valeurs prises en paramètre. Donc, entre 2 et 9, quel est le plus grand? Le min, entre 8 et 10, quel est le plus petit? Donc, le max. Ah oui, le floor, c'était facile. On a dit tout à l'heure que le floor permettait de retourner l'entier plus proche de celui qu'on a pris en paramètre. Donc, l'entier inférieur ou égal à la différence du cell. Qui permettait de faire quoi? Qui permettait tout simplement de retourner l'entier plus proche, supérieur ou égal. Donc, le cell, c'est supérieur ou égal. Et le floor, c'est inférieur ou égal. Donc, l'entier proche inférieur ou égal et l'entier proche supérieur ou égal. Par rapport au mat.cell, le mat.cell permettait de faire quoi? De retourner l'entier. Donc, on a un entier, par exemple, qu'on a pris en paramètre du cell. Il va donc retenir l'entier qui sera proche de xi, mais proche de manière quoi? De manière supérieure. Donc, soit ça sera x lui-même, soit ce sera une valeur supérieure à x. Ça, c'est ce qui concerne le cell. Maintenant, en ce qui concerne le floor, maintenant, en ce qui concerne les méthodes max et min, respectivement, le max permet de faire quoi? De retourner le maximum entre deux valeurs. Donc là, par exemple, on a 2 et 9 en paramètre. On dit qu'on veut un max entre mat.max de 2 et 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner le maximum entre les deux. Est-ce que c'est clair? Donc là, l'une des fonctions également majeures que vous pouvez retenir, c'est la fonction random. Ça va souvent être utile pour vous. Random sera lorsque vous voulez faire quoi? De retourner un nombre aléatoire. Donc vous allez tout simplement faire mat.random. Ça vous permet de retourner un nombre aléatoire entre 0 et 1.